pense que les marques de luxe ne peuvent pas se passer de nous. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on nomme des directeurs artistiques comme Virgil Abloh, comme Pharrell, et il y en aura d'autres. Est-ce que le wax, ce n'est pas l'équivalent du CFA pour l'Afrique? Le sujet d'aujourd'hui, c'est la mode. Bienvenue dans le cadre. Pour en parler, nous recevons la créatrice et fondatrice de la marque Africanista, Aïssa Ndiaye. Alors, je m'appelle Aïssa Ndiaye, je suis créatrice de la marque Africanista, qui est une marque de prêt-à-porter qui valorise les cultures africaines et célèbre la mixité culturelle. Et pour nous accompagner aussi, toujours en compagnie de l'historien Hamzat Boukari Yabara. Bonjour, je suis historien, auteur d'Africa Unite, une histoire du panafricanisme. Je travaille sur l'histoire des mouvements de libération, sur les dynamiques culturelles, sur les relations internationales autour des questions d'émancipation africaine. Comment vous expliquez ce raz-de-marée de stylistes noirs qu'on a aujourd'hui? Alors aujourd'hui, je pense que ce raz-de-marée de stylistes, de créatifs et de designers africains et afrodescendants est dû à une réappropriation de sa culture, de son identité, de son histoire, et que aujourd'hui, à travers la mode, les gens ont envie d'apporter une autre narrative à leur africanité. Le vêtement a toujours véhiculé quelque chose dans l'histoire, en tout cas surtout l'histoire contemporaine. Est-ce que je pourrais nous en parler un petit peu, Hamzat? Alors oui, effectivement, le vêtement, l'apparat, la représentation est toujours importante dans l'histoire de l'Afrique. C'est un marqueur de statut social, c'est un marqueur de pouvoir et de prestige. Et évidemment, de manière plus politique, on a des régimes qui se sont liés à des styles de vêtements. On peut penser au Faso d'Anfani dans le cas du Burkina Faso de Thomas Sankara, où là, en fait, on met en avant la production d'un vêtement national à partir de la réappropriation par les femmes, notamment du métier du tissage. On peut penser également à la manière dont l'Abakosque sous Mobutu a été mise en place dans le cadre d'une rupture avec des valeurs dites occidentales. Et je pense qu'on peut vraiment faire une histoire de l'Afrique à travers à la fois l'évolution du vêtement. Je pense qu'on peut pas parler des créateurs et stylistes africains, ouest-africains, sans parler évidemment de l'histoire du tissu, de l'histoire du coton et comment ce produit mondialisé pose énormément de questions, puisque ce que produisent les créateurs, créatrices, stylistes africains n'est pas forcément ce qui est porté ou dans les moyens du consommateur africain lambda. Donc il y a aussi une dimension, je pense, de classe sociale qui est là, quoi. Tu as cité des références africaines, tu as parlé de Sankara, de Mobutu, mais de l'autre côté de l'océan, on a aussi ces marqueurs-là. Tu sais, lorsque tu vois par exemple des mouvements comme le Black Panther Party, tu vois bien que c'était cuir noir. Mm-hmm. Lorsque tu vois la Nation of Islam, ils sont très facilement reconnaissables par le nœud papillon. Tu vois, alors oui, ça n'a rien à voir avec l'Afrique en termes de tissu, mais en tout cas, ils ont un style comme ça qui est propre à eux. C'est la pratique de l'uniforme, en fait. C'est-à-dire que l'uniforme, il impose une discipline, une rigueur, le dress code. Je pense que c'est très important de savoir qu'effectivement, on a nos dress codes à nous. Ça peut être le boubou, ça peut être... On a nos dress codes à nous, on a une manière de nous vêtir qui est propre à nous. Avec cette masse de créateurs dont on a parlé tout à l'heure, est-ce que, selon vous, il serait intéressant qu'ils développent une rupture, en fait, qu'ils soient vraiment en rupture avec ce qui se fait ici pour développer leur propre courant, ou alors est-ce qu'ils devraient faire comme ce qu'on a ici, c'est-à-dire avoir des saisons automne, hiver, printemps, été qui correspondent pas du tout à ce qu'on a en Afrique? Je parle aussi ici même des canons de beauté. Moi, je pense qu'il faut totalement être dans la rupture. Parce qu'on n'a pas le même... déjà, on n'a pas la même manière de consommer la mode, on n'a pas la même approche au niveau de la mode, et c'est surtout qu'on n'a pas la même représentation, même en matière de mode. Et on n'a pas le même storytelling non plus. Aujourd'hui, moi, par exemple, à travers ma marque Africanista, par exemple, mes modèles, ils sont 100% noirs. Et ce sont des femmes... les femmes noires, en fait, elles portent des tresses traditionnelles. C'est une manière aussi de revendiquer l'esthétique qui est propre à mes origines. Je pense que c'est important aussi d'apporter une autre approche et surtout notre imagerie, en fait, comment on se perçoit
en tant qu'Africain, comment on aborde notre africanité et comment on aborde notre manière, notre vision de voir la mode aussi. Je pense effectivement que la mode, elle doit se concevoir dans la rupture. Je crois que c'est fondé sur des notions de tendance, d'avant-garde, de révolution. Et quand on regarde l'histoire, que ce soit peut-être aussi bien pour la mode que pour l'art, c'est souvent en Afrique qu'on vient plagier pas mal de choses. Et ça, on ne le dit pas suffisamment. Je pense qu'il y a pas mal de grands créateurs qui se sont largement inspirés de choses africaines sans jamais leur donner de crédit. Donc c'est important que nous, on soit dans la rupture, en sachant que ce qu'on fait en Afrique ou dans les milieux afro est très suivi par d'autres qui n'ont pas, je dirais, le même type de créativité. Je vais pas dire qu'ils en ont pas, mais ils n'ont pas le même type de créativité que nous pouvons avoir pour justement exprimer notre vision du monde ou notre beauté, quoi. Donc, je pense que c'est important qu'il y ait une spécificité, une rupture, et que cette rupture-là soit aussi en phase avec un état d'esprit de désaliénation, de revalorisation de son histoire. Et je pense que c'est important justement que dans les défilés ou dans la mode, il y ait aussi des références peut-être aux épopées historiques africaines, à des grandes figures africaines, ou même tout simplement aux peuples africains. Pharrell Williams est devenu directeur artistique de Louis Vuitton. Juste avant lui, il y avait Virgil Abloh, qui était aussi très présent dans toute cette industrie-là. Est-ce que vous pensez que la présence des Noirs, véritablement, dans ce domaine du luxe, il va être passager comme la mode ou alors intemporel comme le style? Moi, je pense qu'il va être intemporel parce que les Noirs, enfin, pour moi, les Noirs, dans leur globalité, nous sommes la culture. Les Noirs font vendre. On peut dire ce qu'on veut, on est des panneaux publicitaires, on consomme. Et je pense que les marques de luxe aujourd'hui ne peuvent pas se passer de nous. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on nomme à des postes stratégiques des directeurs artistiques comme Virgil Abloh, comme Pharrell, et il y en aura d'autres. Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, les Noirs, nous faisons la mode. Aujourd'hui, il y a une démocratisation, par exemple, du streetwear. Aujourd'hui, le streetwear est arrivé dans le luxe à travers le hip-hop, et parce que les Noirs ont cette manière de magnifier les vêtements que personne d'autre le fait aussi naturellement. Je suis d'accord. Je pense qu'on arrive à imposer on a une tendance naturelle qui fait que soit les autres nous suivent et parfois ils s'approprient finalement ce qu'on fait, nous plagient, soit ils disparaissent d'une certaine manière. Donc je pense que tous ces grands milieux, ces grands univers ont besoin de notre créativité, de la pomper pour se renouveler. Et je pense que c'est un peu cette idée que tout ce qui vient d'Afrique ou tout ce qui est lié de près ou de loin à l'Afrique est porteur d'une forme de régénération de la culture, de la pensée dans un monde qui vieillit et où l'Afrique est le continent qui va produire le plus de cerveaux au XXIe siècle, donc le plus de créateurs et de créatrices. On va revenir un petit peu tout à l'heure sur le défi démographique. Et justement, moi, ce qui me vient immédiatement à l'esprit, c'est le wax. Et la question que je me pose, c'est est-ce que le wax, ce n'est pas l'équivalent du CFA pour l'Afrique? Ce que je veux dire par là, c'est que on a un produit qui est fabriqué à l'extérieur, destiné uniquement à des Noirs, qui est complètement ancré aujourd'hui dans plus que l'imaginaire. C'est une réalité, c'est un tissu qui a complètement inondé le continent africain. Vous voyez? Donc c'est pourquoi je me permets un petit peu de faire cette comparaison, parce que dans l'imaginaire de beaucoup d'Africains, le wax a toujours été là. Pour moi, c'est effectivement ancré dans le paysage africain. Ça pose pas mal de soucis parce que ça renvoie à tout un circuit qu'on ne maîtrise pas, qu'on ne contrôle pas. Ça pose la problématique également des textiles, tissus, vêtements endogènes. Et la comparaison avec le franc CFA est effectivement pas inintéressante parce que ça génère énormément de revenus pour des compagnies hollandaises ou autres qui le fabriquent, effectivement. Tu en as parlé un petit peu. Aujourd'hui, on dispose de quel tissu véritablement africain qui soit propre à nous, tout simplement? Il y en a plein. Hein. Il y a le Bogolan au Mali, il y a le Kente au Ghana, il y a le Faso d'Anfani au Burkina Faso,
Il y a le ndop au Cameroun. Nous, en Mauritanie, je suis d'origine mauritanienne, il y a le khartoum, c'est une variété de lin, de tissu en lin. Il y a plein de tissus différents. Mais comment vous expliquez justement cette si faible présence de ces tissus traditionnels-là comparé au wax dont on vient de parler? Pour vous expliquer comment? Par la qualité du produit, par le fait qu'il y ait une gamme beaucoup plus riche. Ça s'explique comment? Parce que le wax, c'est quand même un produit solide quand même. Qu'on le veuille ou non, c'est un produit qui a quand même une grande résistance. La couleur tient par exemple, en tout cas c'est ce que... Après, il y a des tissus traditionnels aussi qui tiennent bien. Le bogolan, il tient bien. Il tient bien, mais après, je pense que... Après, faut pas oublier que les tissus africains, chaque tissu a sa spécificité. Tu vois, par exemple, le bazin au Mali, c'est un tissu qu'on porte dans des grandes cérémonies. Pour les mariages, pour les baptêmes. Tu vois, pour le kente aussi, c'est pour des cérémonies. Le bogolan, à la base, c'était vraiment le tissu pour les chasseurs, les féticheurs, etc. Chaque tissu a sa spécificité. Alors que le wax, c'est vraiment un tissu pour la vie de tous les jours. Après, il y a également des tissus wax qui sont utilisés à certaines occasions. Tu vois, quand on parlait de l'uniforme tout à l'heure des Black Panthers, en Afrique, les gens portent l'uniforme. Il y a ce terme uniforme dans les mariages, dans les cérémonies où les gens s'habillent avec le même pagne, mais décliné sous plusieurs manières de le porter différent. On a quand même une hégémonie du wax quand même, malgré tout. Oui, effectivement, tu es d'accord avec moi qu'effectivement, on a ces produits-là que tu viens de citer, mais c'est presque anecdotique, quasiment, je veux dire, comparé à la masse de wax qui est en présence. C'est en train de changer. C'est en train de changer justement avec la nouvelle génération de créateurs qu'il y a sur le continent, c'est en train de changer. C'est-à-dire qu'il y a une revalorisation des tissus traditionnels qui est utilisée pour que ce soit porté au quotidien, pour que ce soit porté à des grandes occasions. Mais en tout cas, il y a cette réappropriation. Il y a une sorte de modernisation qui est en train de s'opérer, tu veux dire, c'est ça? Ouais. Parce que maintenant, à l'ère d'aujourd'hui, tout le monde sait comment le wax il a été implanté en Afrique, comment aujourd'hui l'industrie du wax n'est pas gérée par les Africains. Donc justement aujourd'hui, il y a cette tendance où on veut renverser justement cette inondation. Après, il faut savoir aussi que le continent africain, il est pas mal touché par tout ce qui relève de la friperie, des vêtements de seconde main. Enfin, il y a aussi toute cette industrie-là qui est très présente et qui renvoie encore à d'autres circuits, quoi. Moi, ce qui me vient immédiatement à l'esprit lorsqu'on parle de tout ça, c'est le tweed. Je sais pas si ça vous dit quelque chose, le tweed. Oui. Le tweed, c'est un tissu qui est produit dans des îles qui sont rattachées à l'Écosse. Et là-bas, pareil, ils avaient une grosse crise parce que le tissu a pas mal été contrefait. Et donc, le Parlement a voté une loi pour encadrer, protéger, promouvoir le tissu en tant que produit culturel qui appartient à l'héritage de ces populations-là. Et donc, ils ont encadré ça. Ils ont mis en place ce qu'on appelle le Harris Tweed, c'est-à-dire qu'il y a un encadrement pour sa production de ce tissu-là. Alors ça, c'est un tissu qui s'inspire clairement des paysages et de l'évolution des couleurs en fonction des saisons. Et donc, c'est encadré par 4 points clés, si on peut dire, qui est que le tissu doit être produit sur place, au domicile du tisserand, à la main, et à partir de laine 100% pure vierge. Donc ça permet quand même déjà de garantir une qualité de produit, mais surtout en fait ça protège un tissu qui était sur le point de disparaître, quoi. Donc ça, moi je pense qu'on peut quand même s'inspirer de politiques comme ça qui sont menées pour peut-être promotionner et protéger un peu ce qu'on a. Enfin après moi je sais que je suis né au Bénin, j'ai grandi au Bénin, on est proche du Nigeria. Et je sais que dans ma jeunesse, on achetait beaucoup de contrefaçons de marques de luxe. Donc je me dis qu'on a aussi notre propre industrie de la contrefaçon qui est assez intéressante, c'est-à-dire qu'on arrive à faire des vrais faux, des faux vrais, je sais pas comment on dit exactement, et ça pose la question effectivement de l'industrialisation de la qualité de nos propres productions. J'ai le sentiment qu'on est capable en Afrique de copier parfaitement ce qui se fait à l'extérieur, mais pas forcément de valoriser au même niveau ce que nous pouvons faire nous-mêmes. Et c'est ça, je pense, qui est intéressant. Et le principe de protéger la production nationale,
c'est quelque chose effectivement qui devrait être mis en avant pour le bien-être des producteurs, de toute la chaîne de production textile et aussi tout simplement pour protéger un marché national. Je pense que c'est important. La question de se vêtir, c'est important. Quand on parle de la démographie, la démographie, il faut vêtir plus d'1 milliard 200 millions de personnes sur le continent africain. Donc ceux qui sont dans l'industrie textile devraient pouvoir en vivre de manière sécurisée et décemment. Sans compter que justement là on est face à un défi démographique parce que on sait que cette population africaine va doubler d'ici 2050. On va dépasser les 2 milliards. Donc là pour moi il y a déjà un enjeu aujourd'hui, mais dans 30 ans ça sera encore autre chose parce qu'on sait que cette population aura aussi moins de 25 ans. Donc là on est face à un réel défi. Et moi la question que je me pose c'est que il faut pour moi les tissus, mais il faut aussi l'industrie qui est capable d'habiller ces gens-là en fait, d'habiller ces gens-là. Alors là, bien sûr, on pourra toujours avoir des choses faites main qui renvoient un petit peu au domaine du luxe comme ce qu'on a ici, mais il nous faut quand même une industrie pour pouvoir se vêtir, hein, tout simplement. Hein. Et là, j'en profite pour lancer l'instant talent. Là, le talent que j'ai envie de mettre en avant, c'est Oswald Boateng. Il est à Londres, il est sur une rue qu'on appelle Savile Row. Savile Row, c'est l'une des plus prestigieuses rues où on trouve tous les maîtres tailleurs. Les maîtres tailleurs, il n'y en a pas non plus des masses. Et c'est le seul Africain qui est là. C'est notamment lui qui a fait le costume d'Isaac de Bancolé dans Black Panther. Il avait un costume vert, je sais pas si vous vous rappelez. C'est lui qui l'a fait. Et puis bon, il fait pas mal de costumes pour ce qu'on appelle des costumes en grande mesure, des costumes bespoke. Il en fait pas mal pour toutes ces personnalités du show business, Laurence Fishburne, Spike Lee. Il produit pour tous ces gens-là. Il a été aussi directeur artistique chez Givenchy. Et il a notamment fait toute la collection pour British Airways. Okay. Donc ça, pour moi, c'est des gens qui ont une expertise, une maîtrise. Et disposer de ces gens-là, pour moi, c'est une sorte de trésor parce que ces gens-là qui sont capables pour moi de produire des écoles pilotes, véritablement. Produire des écoles pilotes. On a fait qu'on aime beaucoup le costume, c'est une réalité. Et lorsque par exemple moi je vois des pays comme le Congo-Brazzaville qui sont très fiers d'avoir la marque américaine Brooks Brothers qui a ouvert sa première boutique à Brazzaville, ils en sont fiers en tout cas, mais je trouve que ça aurait été encore plus intéressant si ils avaient fait appel à Oswald Boateng pour peut-être lancer une collection de prêt-à-porter ou alors peut-être faire une transmission de savoir pour les populations qui sont là, quoi. En tout cas, je pense que ça peut être intéressant. Les pays africains devraient, prendre au sérieux ces questions de mode. J'ai souvent l'impression que c'est pas pris, que c'est vu vraiment comme du luxe, quoi, que c'est vu comme quelque chose qui n'a pas de sens. Et justement, par rapport à ce défi démographique, je pense que c'est important qu'on relève le niveau, qu'on relève le défi et qu'on propose autre chose aux populations. Je pense qu'on peut proposer des choses. Je pense qu'il y a un vrai vivier qui est là et je pense qu'il y a aussi beaucoup de vocations qui vont apparaître dans les années qui viennent sur le continent africain. Et des films comme Black Panther, comme on en parlait à une autre occasion, sont des moments où des vocations peuvent naître en termes justement de création graphique, de création de costumes, de créativité artistique de manière générale. Et là, je pense que tu as une personne bien placée pour en parler à ta droite. Aïssé, toi, t'es créatrice de Africanista. J'aimerais que tu nous en parles un petit peu. Alors, Africanista, comme je disais au début, c'est une marque de prêt-à-porter que j'ai créée en 2014. Et en fait, ma marque, je l'ai créée suite à un questionnement identitaire. J'avais envie de célébrer ma double culture à travers ma marque et surtout de valoriser mon identité et mes origines subsahariennes. Donc c'était une manière de rendre hommage à mes parents qui sont des immigrés mauritaniens et à travers Africanista, je voulais vraiment mettre en avant ce pan de l'histoire, cette autre histoire de France qu'on ne raconte pas, l'immigration africaine en France. Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de ton parcours, tes collections, mais également le
le gros boom que t'as eu lorsque, je crois, Beyoncé a mis deux de tes t-shirts lorsqu'elle était... elle était dans quel pays d'ailleurs? Enfin, comment ça s'est passé? Explique-moi un petit peu. Alors, Beyoncé a porté 2 de mes t-shirts en décembre 2018. Elle était en tête d'affiche avec son mari Jay-Z au festival Global Citizen en Afrique du Sud. Et c'était un festival qui était en hommage en 2018 à Nelson Mandela. Donc, du coup, la styliste de Beyoncé, Zerina Akers, a fait appel à ma RP, Anna Touré. Et elle avait besoin d'un catalogue de créateurs africains et on m'a mis dans la boucle. Et donc du coup, elles ont vu mes t-shirts et elles ont aimé deux de mes modèles, qui étaient les modèles qui marchaient le moins sur le site et qui sont devenus des best-sellers de mon site, suite au fait que Beyoncé ait porté ces t-shirts-là. Et ça a créé un raz-de-marée sur mon site, ça m'a apporté une visibilité de dingue, puisque j'ai eu des commandes du monde entier, et c'est un buzz qui a duré plus d'1 an quand même. Mmh. Et pour moi qui suis une créatrice parisienne, bah se retrouver du jour au lendemain dans le Vogue US, bah pour moi c'était une consécration. Parce que voilà, je suis une femme noire, afro-française, qui a grandi dans un quartier populaire à Clichy-sous-Bois, et se voir comme ça propulsée du jour au lendemain, bah pour moi c'était énorme. Ouais, c'est un rêve qui devient réalité, ou même peut-être plus qu'un rêve, mais peut-être qu'il t'avait même pas. Ah, j'aurais jamais cru que Beyoncé aurait porté mes t-shirts. Mais après, il y a eu d'autres stars, également qui ont porté mes articles. Il y a eu Anthony Hamilton, il y a eu Bozoma St. John, qui est quand même la chief marketing de Netflix aux États-Unis. Donc il y a eu pas mal de monde. Mais tu vois, encore une fois, c'est des personnes anglophones. Et c'est suite à ça que les Français, ou en tout cas les personnalités en France se sont intéressées à ma marque. Après, je prêche pour ma paroisse, hein, les gens qui achètent essentiellement du Africanista, c'est une grosse communauté afrodescendante en France. Mais là, on est clairement dans une logique panafricaniste, en tout cas de par ce qui s'est passé pour toi, en tout cas. Parce que là, on était dans un festival pour Nelson Mandela, on était en Afrique aussi, c'est ça? Oui. T'es une femme noire ici, et eux, bah, c'est des Noirs américains. Donc là, on est vraiment dans une logique panafricaine. D'ailleurs, si vous voulez en savoir un peu plus sur le panafricanisme, je vous invite vraiment à lire ce livre-là, Africa Unite, de notre invité Hamzat Boukari Abara, qui est vraiment très complet, qui se lit très facilement. Je vous invite vraiment à lire ce livre-là. Mais là, tu nous as parlé de tes collections, mais ce ne sont que des mots. Donc, est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus? Je pense que à travers ce qu'on pourrait voir, ça sera beaucoup plus parlant. Avec plaisir. En fait, tout est parti d'une photo de ma mère que j'ai découvert en 2011 et en fait, cette photo m'a subjuguée. Donc, c'est cette photo qui a été retranscrite sur t-shirt, qui est le t-shirt Corica. Corica, c'est le deuxième prénom de ma maman et c'était surtout le prénom de mon arrière-grand-mère maternelle. La découverte de cette photo m'a créé un déclic parce que j'étais en plein questionnement identitaire, parce que je voulais savoir qui j'étais, d'où je venais, pourquoi mes parents étaient arrivés en France et savoir également leur parcours migratoire. Il y a également les t-shirts avec les épaulettes. Donc liberté, égalité, histoire d'immigrés, bah c'est ma manière à moi de raconter l'histoire de l'immigration africaine en France à travers la devise française que j'ai complètement détournée parce que pour moi la notion de fraternité n'existe pas. J'ai utilisé le sac Tati qui est le symbole de l'immigration parce que les familles africaines ont toujours voyagé avec ces sacs fourre-tout quand on part au pays ou même quand on en revient. Le sweat à capuche Africanista, Africanista avec l'œil, donc qui est le logo de la marque, l'œil d'Oudja, l'œil d'Horus. J'ai voulu faire un clin d'œil à ma passion pour l'Égypte. Donc l'œil d'Horus, pourquoi? Parce que je pense que la clairvoyance, c'est ce qui nous manque à nous autres Africains et afro-descendants. Le jour où on ouvrira les yeux sur notre histoire, personne ne pourra nous tester dans ce bas monde.